heureux de vous accueillir dans la nouvelle émission d'Agora News en toute sécurité, Fenech Security Talk, consacrée à la sécurité proprement dite. J'ai le plaisir de vous présenter mon invité, Éric Diard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député des Bouches-du-Rhône depuis 2002, votre premier mandat. Et puis, vous êtes actuellement à votre troisième mandat de député. Vous êtes l'auteur d'un rapport parlementaire publié en 2019 qui a fait vraiment couler beaucoup d'encre, comme on dit, intitulé « La radicalisation dans les services publics ». Et à la suite de ce rapport, vous avez publié un livre avec le journaliste Henri Vernet, « La radicalisation au cœur des services publics, l'enquête choc d'un journaliste et d'un député », paru aux éditions Jean-Claude Lattès. Donc, qui mieux que vous pouvez nous parler de ces problèmes de radicalisation dans notre société. Alors, première question, cher Éric Diard, quelles sont les grandes lignes de ce projet de loi qui est actuellement en cours de discussion et que vous suivez et vous participez activement à ces débats parlementaires? Les grandes lignes, j'allais vous dire, de ce projet de loi ont été souvent réalisées, malheureusement, je dis bien malheureusement, suite au terrible attentat de Samuel Paty. C'est-à-dire, il y a eu un discours, le discours des bureaux du président de la République était très intéressant. On en reparlera peut-être, beaucoup de choses ne sont pas au rendez-vous. Mais suite, après le discours des bureaux, il y a eu l'attentat de Samuel Paty. Et là, le ministre de la Justice a pris en réaction des articles. L'article 4, qui concerne les pressions et les menaces sur les personnes chargées d'une mission de service public. Qui a été voté, là. Qui a été voté, donc menaces pour motifs religieux. Également l'article 18, ils l'ont appelé, le premier, il l'appelle le délit de séparatisme, l'article 4, et l'article 18, qu'ils appellent l'article Samuel Paty, c'est la haine en ligne, qui a été voté aussi hier soir. C'est ça. Tout à fait. Donc voilà des aspects intéressants que vous avez voté donc. Dans ce texte. Oui, bien sûr, nous les avons votés. Même l'article 4 a été quasiment voté à l'unanimité. Ça, ce sont, j'allais dire, les points forts de ce texte sur renforçant les principes républicains, puisque c'est comme ça que cela s'appelle. Les points forts. Mais il y a quand même d'autres, notamment la question des cultes, qui n'est pas encore arrivée en discussion, mais la question des cultes, c'est-à-dire le contrôle du financement des cultes. Et puis éviter l'entrisme, la loi anti-putsch, quoi, des courants radicaux dans les mosquées, c'est bien cela. Oui, moi d'ailleurs j'ai un amendement sur une clause anti-putsch pour éviter que dans les mosquées, une fois que ça s'est apaisé dans la mosquée, on relâche, j'allais dire, notre vigilance. Et puis il y a comme dans une association, puisque c'est une association souvent, hop, on reprend le pouvoir, il revient encore des personnes qui sont fondamentalistes. Il y a un gros travail sur la police des cultes qui est quand même relativement intéressant. Après, il y a quand même une problématique. On veut basculer, j'allais dire, les associations loi 1901 dans la loi 1905. Mais on ne rend peut-être pas assez attractif la loi 1905 par rapport à la loi 1901. Donc on espère qu'on pourra discuter dans ce sens, justement, pour les faire basculer. Mais qu'ils le veuillent, qu'ils ne disent pas. Ensuite, il y a un autre aspect intéressant, c'est... vous savez que vous avez la charte des valeurs républicaines qui doit être signée par les associations sportives. Et là, je vais faire un amendement qui devrait être retenu parce que, comment vous dire, cette charte, elle est intéressante. Elle est déjà pratiquée dans certaines régions. Bien sûr. Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse. Et même Renaud Museli l'a mis en place. Très bien. Donc, vous avez cet élément fondamental. Le problème, c'est que ça permet de retirer les subventions. Et je milite, et je pense que j'ai été entendu, pour retrouver le pouvoir en 2015, de redonner le pouvoir au préfet de département, de donner ou non l'agrément à ces associations sportives. Avant, ils avaient ce pouvoir. Il y a eu une ordonnance de simplification en 2015, ils ont perdu ce pouvoir, et malheureusement, si on n'agit pas en amont, il peut y avoir, on le sait très bien, des associations qui ne signeront pas la charte parce qu'elles ne veulent pas de subventions et qui passeront sous les radars. Il faut donner ce pouvoir. Je pense que j'ai été entendu par le ministère de l'Intérieur. Je pense que le ministre de l'Éducation est d'accord. Il y a encore des réticences du côté du ministère des Sports, mais vous savez, chez elle, on est un petit peu dans le déni en matière de séparatisme. Alors, oui, ça, on a bien compris. Vous avez parlé de l'affaire tragique de Samuel Paty, criminel, mais souvenez-vous aussi, au moment de la publication de votre rapport, il y avait eu aussi, peu de temps après, l'attentat de la préfecture de police de Paris. Donc là, on est au cœur du service public, c'était même au cœur du renseignement. Et donc, vous, votre regard de parlementaire, c'est surtout aussi cette radicalisation dans les services publics.
Oui, tout à fait. J'étais d'ailleurs secrétaire de la commission d'enquête sur l'attentat de la préfecture de police de Paris. Et là aussi, on a vu de nombreux dysfonctionnements. Et j'ai un amendement qui a été adopté également, qui est important, et qui était suite à l'audition, aussi bien dans la mission d'information qu'à la commission d'enquête, de l'ancien préfet de police, Michel Delpech, et de la directrice en poste du renseignement de la préfecture de police de Paris, Madame Bilancini. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait il faut faciliter dans les services publics la révocation pour radicalisation. Parce que la radicalisation... Mais alors comment? Alors vous allez dire... Parce que les juridictions administratives, souvent... Alors justement, je suis allé dans leur idée. Alors le gouvernement n'est allé que sur les professions sensibles. Va se mettre en place, l'amendement a été adopté, une prestation de serment pour les policiers, pour les gendarmes, pour les agents pénitentiaires. Alors j'allais vous dire, les gendarmes ont déjà une prestation de serment. Quel serment? Serment de respecter les valeurs de la République. Et pourquoi respecter les valeurs de la République? S'ils ne respectent pas ce serment, c'est une sorte de parjure, et ça permet... La révocation ou la mutation. La mutation, voilà. Ça a été retenu, le ministre de l'Intérieur était d'accord, le garde des Sceaux a dit qu'il était plutôt c'est une belle avancée, favorable. C'est une avancée, et je vous dis, ça donnera un argument juridique pour valider ces décisions. Parce qu'on a vu à travers l'expérience, à travers beaucoup de policiers qui disaient, mais on utilise malheureusement des motifs connexes, une altercation par exemple avec un automobiliste... Pour motiver une décision de ce type. Voilà. Alors, il y a un autre sujet qui est quand même plus sensible et peut-être plus clivant. C'est la scolarisation obligatoire. À partir de l'âge de 3 ans, on comprend que c'est pour éviter que des enfants soient enfermés dans une idéologie dans leur famille. Et donc, on oblige à une scolarisation, à quelques exceptions, à partir de 3 ans. Est-ce que vous êtes favorable à cette mesure? Alors, je vais vous dire, là, vous voyez, il y a des cours en défense. J'y suis plutôt favorable. J'y suis d'autant plus favorable que le Conseil d'État, dans sa sagesse, a élargi, j'allais dire, les motifs d'autorisation. C'est-à-dire, il y a des autorisations par rapport au motif handicap. Si vous avez une activité sportive ou culturelle intense, pour, j'allais dire, l'itinérance, les enfants qui voyagent. Oui, parce qu'il faut bien rappeler que c'est l'instruction qui est obligatoire, et pas la scolarisation, c'est une liberté fondamentale. Donc il y a ces séries d'exceptions qui permettent de respecter... Oui, l'éloignement géographique, et le Conseil d'État a dit, attention, pour ne pas être inconstitutionnel, il faut rajouter l'intérêt de l'enfant. Alors donc, ça, c'est quand même plus flou. Hein. Oui, c'est plus flou, mais j'allais dire, c'est une vision extensive, mais qui permet, j'allais dire, une autorisation encadrée. Moi, je suis plutôt favorable. Alors, dans mon propre mouvement, il y a un peu ces transpartisans, il y en a qui disent non, il faut rester au système de la déclaration, mais... Là, on passe à un système d'autorisation. Un système d'autorisation, mais avec quand même assez large. Mais pourquoi je pense ça? Parce que malheureusement, dans certains quartiers, dans certains départements, depuis quelques années, il y a une augmentation exponentielle, je dis bien exponentielle, de l'instruction à domicile. Je crois que ça concerne à peu près 60 000 enfants en France. Hein. Oui, et alors qu'il y a 2 ans, on était à 50 000. Oui, donc le chiffre est impressionnant. Donc on préserve cette liberté, mais on l'encadre, on la contrôle dans l'intérêt de l'enfant. Voilà. Et alors il y aura un débat, il y en a toujours qui disent on veut un système toujours de déclaration avec un plus gros encadrement, et il y a ce système d'autorisation. Moi, j'y suis pour ma part favorable. Dans mon groupe, il y en a également qui sont favorables, mais j'allais dire, ces différences sont transpartisanes. L'intérêt, c'est de lutter contre, j'allais dire, moi je dirais, c'est même plus des écoles, ces écoles clandestines, parce que c'est même plus d'instruction à domicile. On parle clandestine. Ouais. Bon, mais très bien, monsieur le député Éric Diard. Donc il y a des mesures qui emportent l'assentiment de votre groupe politique et de vous-même. Maintenant, si vous permettez, nous allons passer à la deuxième partie de cet intéressant débat sur qu'est-ce qui n'est pas dans ce projet de loi séparatisme et qui aurait dû y figurer selon vous. Donc, deuxième volet de cet entretien avec Éric Diard. Nous avons vu ce qui était dans ce projet qui emporte votre adhésion. Maintenant, il y a tout un pan, selon vous, qui n'est pas dans ce projet et qui aurait dû y figurer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, tout à fait. Premièrement, personnellement, j'avais apprécié le discours du président de la République au Mureau. C'est un très bon discours, mais je me rappelle, j'étais sur une chaîne de télévision, je disais attention entre le fossé qui peut se créer entre le discours et les actes. Malheureusement, c'est ce qui est en train un petit peu de se passer. Premièrement, on parle de séparatisme. Et je vais vous citer
le rapporteur général, Florent Boudier, qui dit « Ah, mais on parle de séparatisme, mais pas de radicalisation. Comment peut-on extraire le séparatisme de la radicalisation? On le sait très bien, vous le savez mieux que moi, il y a une zone grise entre le séparatisme et la radicalisation. À quel moment on est dans le séparatisme, à quel moment on est dans la radicalisation. Donc on ne peut pas exclure la radicalisation. C'est-à-dire que le terme radicalisation n'est pas dans le projet de loi. Non, ils disent non, on ne parle que de séparatisme, on ne veut pas parler de radicalisation. C'est-à-dire qu'on ne nomme pas les choses, quoi. On ne nomme pas les choses. Et on a certains amendements concernant directement la mise en place de réformes en radicalisation que j'avais préconisé avec mon co-rapporteur, quand même député de La République En Marche. Ils ont été écartés en disant non, c'est pas le texte. Et pour quelle raison, ça, d'après vous? Je pense que malheureusement, on est toujours dans la stratégie du en même temps, il faut faire plaisir à une partie de députés qui ont une vision plus à gauche, et puis il y a des députés qui ont une vision plus à droite. Donc la stratégie, malheureusement, du en même temps sur un tel sujet, elle peut s'avérer, j'allais dire, inopérante, voire même, j'allais dire, dangereuse. Donc il n'y a rien sur les prisons. Il n'y a rien sur la radicalisation dans les prisons. Rien. Alors rien sur les prisons. Ni le séparatisme, même pas le séparatisme. Il n'y a pas de chapitre sur les prisons. Donc, pourtant, c'est quand même là le vivier de la radicalisation. Vous le savez bien, c'est le vivier, c'est ancestral. Il y a trop encore de détenus qui rentrent dans nos prisons, qui sont des détenus de droit commun, et avec le prosélytisme rampant dans les prisons, qui en ressortent radicalisés. Vous seriez favorable peut-être à réserver 1 ou 2 établissements à cette population uniquement, c'est-à-dire les mettre dans une prison spécifique, on a dit Guantanamo, mais il ne s'agit pas de ça, mais est-ce que vous êtes favorable à les isoler dans des établissements? Alors, vous avez premièrement les détenus terroristes qu'il faut évidemment isoler, mais vous avez, je vous dis, des détenus de droit commun qui ont les mêmes discours que les détenus terroristes. Et ceux-là, comme ils sont avec d'autres détenus, ils continuent à faire du prosélytisme et à gangréner nos prisons. Et il faut, en ce moment, on est en train d'évaluer, enfin l'administration pénitentiaire est en train d'évaluer ces détenus pour savoir lesquels sont prosélytes, et c'est ceux-là qu'il faut isoler des autres individus, parce que, en clair, c'est ceux-là qui continuent à développer le nombre des détenus de droit commun qui sont radicalisés en prison et qui deviennent des Mohamed Merah, des Chérif Shekat pour l'attentat de Strasbourg, des Ménine Nemouche pour l'attentat du musée juif de Bruxelles. Il y a trop d'individus qui rentrent dans nos prisons, qui sont des détenus de droit commun et qui en ressortent complètement radicalisés. Et ça, c'est le grand absent de ce texte. Alors précisément, quand ils ressortent, qu'est-ce qu'on fait pour les surveiller, les contrôler, qu'il n'y ait pas de récidive? Alors, il y a une service. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu dans cette loi? Rien du tout. Il n'y a rien sur cette loi. Pas de rétention de sûreté. Rien. Ce texte n'a rien sur les prisons, ni sur le séparatisme, ni sur la radicalisation. Moi, j'ai fait une proposition sur la rétention de sûreté. On l'avait fait au temps de Nicolas Sarkozy, mais c'était pour les crimes les plus graves, notamment en réaction à des crimes sexuels. Je pense qu'on aurait dû l'élargir aux crimes terroristes, mais il est encore temps de pouvoir le faire. Parce que, et je vais citer, pour les avoir entendus, et Marc Trévidic et le procureur Molins, ils ne sont pas sûrs que nos services de renseignement puissent faire face à toutes ces sorties. Je vous donne un chiffre, entre 2020 et 2021, une centaine de détenus terroristes vont sortir, mais également à peu près 400 à 500 détenus radicalisés en prison. Donc il y a un gros risque qui pèse malheureusement sur notre pays. Donc si on comprend bien, il y a dans ce projet de loi des choses intéressantes, mais il y a des angles morts, et vous regrettez qu'on n'ait pas allé jusqu'au bout, quoi, en fait. Oui, tout à fait. Alors, on aurait pu évoquer, la problématique. Alors, moi, je ne parle pas parce qu'il y a un débat. Le voile à l'université, c'est des majeurs, mais au moins les voiles des mineurs. Les accompagnatrices. Les accompagnatrices. Ça a été tranché, ça a été écarté. Pourtant, même dans le groupe La République En Marche, il y avait une question qui se posait, ça a été écarté. Alors, il y a un gros manque aussi. Rien n'est fait pour les universités. Et là, les universités, c'est encore un grand danger. Premièrement, il y a un développement d'associations séparatisme au sein des universités. Vous avez vu des cas, des personnes qui sont exfiltrées, on ne vous accepte pas en fonction de votre couleur de peau, en fonction de votre sexe. Donc on commence à avoir ces problématiques-là. Il y avait eu, en février 2018, le plan national de prévention de la radicalisation avait prévu, au 32, il faut installer des référents radicalisation, en clair, dans toutes les universités. Ça, il y a eu une mission de sécurisation des universités. Ça n'a pas été repris. Ça a commencé, et nous, pendant le rapport, on a vu que ça a commencé. Et je peux vous dire que depuis le mois de novembre,
ça a été complètement arrêté. Ah oui. Donc la mission a cessé. Les référents radicalisation des universités n'ont plus de correspondants au ministère. Et en fait, il reste au moins 25 universités qui n'ont pas de référent radicalisation. La ministre de l'enseignement supérieur, sur ce dossier, est aux abonnés absents. Bon, alors, pour résumer un petit peu votre propos, cher Éric Diard, c'est que voilà une loi qui a le mérite d'exister, mais peut largement mieux faire. Et on peut imaginer que ce sera dans les débats lors des prochaines campagnes présidentielles. Cette question va revenir, évidemment, au premier plan. Bien sûr, elle doit revenir au premier plan, parce que, là aussi, vous savez bien, la France est en permanence sous la menace terroriste, et même pendant la période de confinement, de multiples attentats se sont succédés. Oui, à Romans-sur-Isère, je me souviens, oui. Nice, et là aussi, il y a une problématique, même si ce n'est pas la plupart des attentats, il y a une problématique, Nice a montré une problématique avec l'immigration. Et ce sujet n'est pas abordé. Alors ça ne veut pas dire que tous les immigrés sont des terroristes, loin de là, mais ça veut dire qu'on ne peut pas effacer d'un revers de la main parce qu'à cette Nice, problématique. C'était un migrant clandestin, un Tunisien clandestin, effectivement. Et donc on ne peut pas effacer ce problème d'un revers de la main. Le problème, on arbitre, on dit... voilà. Et il ne s'agit pas de stigmatiser, parce que moi je dis toujours que les fondamentalistes, ce sont eux les plus grands ennemis des musulmans. Donc ce n'est pas tous les musulmans, c'est une immense majorité des musulmans respectent les valeurs de la République, et leurs plus grands ennemis, ce sont les fondamentalistes. C'était important de le rappeler, ce que vous venez de dire. Donc, première question, est-ce que le monde sportif est touché par l'entrisme de l'islamisme radical, et quel sport en particulier? Vous connaissez parfaitement ce sujet. Ben, j'ai été très frappé lorsque j'ai fait la mission d'information, la mission parlementaire. On est allé dans les services publics et on ne pensait pas aller dans le sport, parce que premièrement, ce n'est pas vraiment un service public, c'est l'action publique, même si le sport se passe souvent dans des gymnases, des salles des collectivités territoriales. On n'y pensait pas, et puis on s'est rendu compte que la radicalisation, le séparatisme dans le sport était un sujet qui montait. Quel sport en particulier? Plus précisément. Alors il y a deux aspects. Il y a un communautarisme qui s'est beaucoup développé dans certains sports collectifs, le football, alors je ne dis pas partout, non, le futsal, le basket féminin, et par contre, une problématique de radicalisation qui depuis quelques années est entrée dans certains clubs de sport de combat. Mais ça veut dire quoi, radicalisation dans le sport? Ça se traduit comment concrètement? Ça se traduit premièrement par des personnes qui viennent s'entraîner, qui viennent s'aguerrir et qui ensuite, au contact d'autres individus, passent à l'acte. Il y a eu des éducateurs sportifs dans la région parisienne qui ont entraîné des personnes pour aller à l'État islamique. Et sans parler déjà de ce passage à l'acte, mais est-ce qu'il y a par exemple des prières pendant les... Alors il y a des prières, il y a des refus parfois des heures séparées pour les hommes et pour les femmes, il y a des clubs qui ne veulent pas les femmes. Ça c'est une forme de communautarisme. Mais ensuite, vous avez quand même des personnes qui sont séparatistes, mais beaucoup plus fortes, dont certains sports, notamment MMA, jiu-jitsu brésilien, lutte, où à un moment ça a été assez gangréné, par certains clubs ont été gangrénés. Et donc c'est vraiment une problématique qui est montée ces dernières années, et malheureusement, on l'a vu, beaucoup d'attentats terroristes ont été réalisés par des types qui étaient des sportifs aguerris. Et je prenais même le dernier exemple, le Tchétchène qui a décapité Samuel Paty était dans un club de lutte, comme Anzorov, celui qui a fait l'attentat en mai 2018, j'allais dire sur l'attentat à l'Opéra de Paris, également était un lutteur accompli. Nous avons beaucoup de sportifs accomplis. Pourquoi? Parce que je vous rappelle quand même qu'il y avait le guide Moudjahidine qui disait qu'il fallait être aguerri pour passer à l'acte. Et il y a un entrisme très important au sein, il ne faut pas généraliser, de certains clubs sportifs. Et vous nous avez dit tout à l'heure qu'un des moyens de lutter contre ce fléau, ce serait de redonner à la préfecture l'agrément pour les clubs sportifs et non pas les fédérations. Oui, ça permettra un contrôle. Voilà, les fédérations ont la culture des résultats. Ils ne sont pas là, ils nous le disent nous-mêmes, on n'est pas là pour vérifier si ce club ou non est dans les clous au niveau du respect des valeurs de la République. Le préfet avait ce pouvoir. Et donc, une ordonnance l'a fait tomber. Il faut redonner ce pouvoir au préfet, parce qu'on ne peut pas laisser se développer certains clubs qui sont en dehors des clous de notre République.
Très bien. Alors, deuxième question de nos internautes. Faut-il interdire le voile pour les accompagnatrices scolaires et dans tout l'espace public? Vous avez en partie répondu pour les accompagnatrices scolaires. Dans tout l'espace public, qu'est-ce que vous en pensez? C'est un débat qui se pose. Alors, moi, je dirais, pour les accompagnatrices scolaires, on peut se poser la question. Mais après, vous avez, des députés qui sont dans certaines circonscriptions qui me disent... Eric, si on fait ça, moi, j'ai plus de personnes qui accompagnent. Il y a aussi un aspect qu'il faut pas... Moi, je vous dis, c'est un sujet très important. Je prendrai un exemple. On l'a vu des fois sur les plateaux de télé. La mère du pauvre militaire Benzaten, qui a été tué par Mohamed Merah. Elle porte un voile. Et moi, honnêtement, je vais vous dire, j'aurais du mal à lui dire à cette vieille dame, enlevez le voile pour accompagner votre petit enfant. Donc, il faut être assez pragmatique. Le sujet n'est pas simple, mais... il faut mettre le sujet sur la table, et moi j'insisterais plutôt se dire, voilà, moi c'est le voile sur certaines mineures, il y a quand même des enfants trop jeunes qui portent le voile, et je ne crois pas que ça soit sur leur consentement, c'est sous la pression des parents, et là je serais encore plus intransigeant. Très bien. Alors dernière question des internautes. Quelles sont les mesures qui doivent être prises pour surveiller les condamnés pour terrorisme qui ont purgé leur peine? Mais vous avez déjà répondu amplement. La rétention de sûreté, vous avez dit. Oui, notamment. moi je pense qu'il fallait après la peine. Après la peine, les garder quelque temps pour voir s'ils ne présentent plus de danger. Voilà, on ne peut pas les sortir directement, c'est un danger. Les services de renseignement, certes, les surveillent, mais il y en a énormément, et il va y en avoir beaucoup qui vont sortir en 2021 et encore en 2022. Donc, moi, je pense qu'il faut la rétention de sûreté, et je vous dis, ça permet aussi, la rétention de sûreté, de se concentrer sur les fameux détenus radicalisés, mais qui n'ont pas été, j'allais dire, emprisonnés pour terrorisme. Et rétention de sûreté, vous l'avez rappelé depuis 2008, elle est applicable pour les criminels dangereux, sexuels et autres. Oui. Donc autant l'étendre pour les terroristes aussi, qui ne sont pas moins dangereux. Et ce dispositif est constitutionnel, puisqu'il a été validé en 2008. Éric Diard, je suis certain qu'on aura l'occasion de se revoir, parce que ce sujet, d'abord, n'est pas au bout. Et il y aura, comme on le disait à l'instant, surtout d'autres débats qui arriveront au moment des grandes échéances nationales. Alors je voudrais vous remercier, mais rappeler d'abord votre livre « La radicalisation au cœur des services publics », signé par Éric Diard et Henri Vernet, donc, qui est le journaliste du Parisien. Une enquête que je recommande, bien sûr, pour mieux comprendre ce phénomène et savoir comment lutter. Merci beaucoup, cher Éric. Merci. Je vous dis au revoir et à notre prochain numéro. Merci.